Bonjour à tous et bienvenue. Je suis Jean-Louis Laguerre, agent de gestion du personnel au Centre d'expertise en enseignement. C'est un plaisir pour moi d'être avec vous aujourd'hui et je vous remercie chaleureusement pour votre présence. Comme vous le savez, cette conférence est organisée par le Centre d'expertise en enseignement et aujourd'hui, j'ai le grand plaisir d'accueillir Carole Marie. Madame Marie est conseillère principale au sein de l'équipe Complice. Elle est titulaire d'une maîtrise en administration des affaires et forte de 25 ans d'expérience dans le milieu organisationnel. Elle est une experte en stratégie, en planification et en gestion des technologies de l'information pour les ressources humaines. Elle a piloté de nombreux projets de transformation numérique et accompagné des PME dans la sélection et l'implémentation de systèmes d'information sur les ressources humaines. Au cours de cette conférence, Madame Marie explorera avec nous le concept de transformation numérique et partagera des stratégies concrètes que nous pourrons chacun adapter à notre pratique professionnelle. La conférence se terminera à 12h50 et avec un temps réservé à la fin pour les questions que vous pourrez poser dans le chat. Et puis, il y aura aussi un sondage qui sera déposé. Vous pouvez laisser vos opinions à la fin aussi. À noter que l'événement est enregistré pour être revisionné à la fin du 3 au 31 décembre sur YouTube et qu'une prochaine conférence est prévue dans les semaines à venir. Donc, merci à tous pour votre attention et sans plus attendre, je cède la parole à Carole Marie pour sa présentation. Merci Jean et bonjour à vous tous et bonjour à ceux aussi qui vont nous écouter en différé. Donc nous allons passer la prochaine heure ensemble, hein. J'aimerais vous parler aujourd'hui de transformation numérique et on va passer à travers quelques stratégies et meilleures pratiques pour une transition en douceur. Le mot douceur a été choisi à propos, sachant que nous savons tous et chacun que quand nous traversons euh, une période de transformation numérique, on a des fois l'impression de se sentir comme cet avion qui traverse une zone de turbulence. Ça donne un peu cet effet-là. Qui n'a pas déjà vécu cette situation, hein, où au décollage, le pilote de bord vous annonce que vous allez traverser des zones de turbulence et il vous conseille de garder vos ceintures attachées et d'appliquer les protocoles de sécurité. Donc, je fais un peu ces parallèles avec l'avion, la turbulence, hein, pour vous montrer qu'un projet de transformation numérique, c'est un peu la même chose, hein. Vous allez traverser des zones de turbulence. L'idée, c'est de se préparer au mieux afin que l'on vive le moins de désagréments possible. Mais il va sans dire qu'il y a certains projets de transformation qui sont plus compliqués que d'autres. Puis des fois, ça donne un peu ce sentiment de mal de cœur et d'écœurantite aiguë. Sans plus tarder, j'aimerais couvrir avec vous l'agenda pour la prochaine heure. Un premier point qui est important, c'est l'aspect de donner du sens à la transformation comme un facteur de mobilisation. En deuxième point, je voudrais couvrir avec vous les mécanismes opérant dans la transformation. C'est documenté, il y a beaucoup d'ouvrages, hein. On parle de transformation, avant on parlait de gestion de changement, c'est à peu près la même chose. Ceci dit, il y a des différences, je rentrerai dans les détails. Le cœur de la présentation, c'est vraiment ce que j'appelle le rôle de la perception dans la transformation. Et je vous présenterai un modèle qui, si vous l'adoptez, serait un point d'ancrage pour les équipes à travers ce projet de transformation. On va bien évidemment passer à travers le rôle du gestionnaire, qui est comme un facilitateur et un chef d'orchestre. Présentement, sur l'appel, en fait, vous avez deux rôles. Vous avez des gens qui allaient subir la transformation, mais vous avez aussi une casquette de gestionnaire où vous allez avoir un rôle à jouer. Je vous inviterai aussi à vous mettre en action. J'ai préparé quelques petits exercices. On pourra les faire, je pourrai les animer avec vous. Et aussi, la présentation va vous être remise et j'ai laissé quelques espaces vides pour que vous puissiez faire les exercices avec vous ou avec vos équipes. Donc, tout
à l'heure, je vous parlais changement, transformation. Chez Complice, on préfère parler de transformation parce que nous croyons que la transformation est un concept beaucoup plus macro. Le changement est plus micro. On parle de changement, par exemple, pour dire qu'on va changer un formulaire A vers un formulaire B. La transformation a quelque chose de beaucoup plus structurel. Et c'est plus important c'est plus une question de sémantique. Et c'est important de comprendre que le changement ne se gère pas, il va se subir dans les équipes. Par contre, c'est la transformation qui va se gérer, se piloter, se mesurer, s'ajuster, etc. Dans tous les projets, en général, il y a une équipe qui est en charge de la transformation et on va voir plus tard qu'est-ce que je veux dire par gestion de la transformation. J'aime beaucoup prendre l'analogie de la chenille qui devient un papillon. Vous voyez ici, entre les deux stades de la larve papillon, il y a la nymphe. La nymphe, c'est une étape probablement douloureuse, quoique je n'ai jamais été une chenille, parce qu'elle passe à un stade où elle se décompose dans une espèce de matière blanchâtre qui ne doit pas forcément être confortable avant de devenir un petit papillon. C'est un peu l'idée derrière un projet de transformation. Vous allez la passer d'un point A le point B, une fois que vous serez devenu papillon, il y aura des processus optimisés, mais vous ne pourrez pas faire l'économie d'une phase de turbulence désagréable. Et c'est un petit peu la question de ce webinaire. Comment, dans quel état d'esprit va-t-on traverser cette période afin de faire en sorte que cette transformation soit un succès? Je voudrais faire un parallèle avec, dans le fond, les projets de transformation numérique. J'ai projeté sur une ligne du temps l'évolution technologique à travers le temps. De nos jours, les entreprises, les institutions vivent des transformations à un rythme accéléré, tout comme nous, citoyens, vivons des transformations à un rythme soutenu. Vous voyez, il y a une immense accélération, 2010, 2020, je n'ai même pas pu détailler les dates parce que vous voyez que ça va crescendo. C'est un petit peu le processus que vivent nos organisations et malheureusement, vous constatez que c'est probablement pas fait pour ralentir. On observe que les individus ne résistent pas au changement en tant que tel, mais à un changement qui semble déconnecté de leur réalité, de leurs valeurs. Pour qu'un projet soit accepté dans les équipes, il doit être perçu comme ayant une signification claire et bénéfique. C'est important que vous et vos équipes perçoivent le changement comme quelque chose qui va contribuer à une mission plus grande. Souvent, dans les projets, on veut beaucoup rentrer rapidement dans le comment, mais si on ne prend pas le temps d'intégrer le pourquoi à votre niveau individuel, c'est important là, parce qu'on va voir tout à l'heure que la direction va donner du sens, un sens qui est orienté direction. Mais vous, en tant que médecin, en tant que gestionnaire, prenez un moment pour réfléchir en quoi ce projet est porteur de sens pour vous. Quitte à organiser aussi une rencontre avec vos équipes pour que chaque individu puisse aussi intégrer son pourquoi à lui. Je m'excuse pour la diapositive un petit peu chargée. Là, on rentre dans une partie un petit peu plus théorique de la transition vers le numérique. Ce que j'aimerais simplement vous expliquer, c'est qu'il y a plusieurs forces qui sont omniprésentes. Au début, quand un projet se décide, on est plus dans le cadran à gauche, la haute direction, l'équipe projet, le ministère. Donc, quand un projet technologique naît, on pense beaucoup à ce projet en termes d'avantages et d'inconvénients. On est beaucoup plus dans une pensée rationnelle. Les parties prenantes à haut niveau décisionnaire savent qu'il va y avoir une zone de turbulence, on s'y attend, on le sait, mais on sait aussi que ça va être temporaire. Donc, ce qu'il faut retenir, c'est qu'eux, ils sont beaucoup plus en avantage-inconvénient. Et quand ça arrive sur le terrain, il y a différentes forces qui sont présentes. La transformation, le changement font naître des craintes. On est plus dans du danger perçu, bien évidemment, mais on est dans une pensée émotionnelle où les dangers perçus vont impacter l'adhésion à ce changement. On est dans l'impact humain, on est dans des dangers perçus, mais c'est important de faire de la place à cette étape-là
qui, pour les utilisateurs finaux d'une solution technologique, d'un logiciel, doivent passer par cette étape-là avant d'être capables de basculer dans un mode opportunité afin qu'on puisse capitaliser sur les opportunités offertes par le projet. Souvent, ce que je remarque, c'est qu'on veut trop rapidement basculer en mode opportunité, essayer de convaincre les équipes que c'est une opportunité incroyable sans passer par l'étape qui dérange un peu, qui est l'étape de oui, mais moi, ça m'inquiète. Donc, c'est pour ça que c'est très important qu'il y ait un dialogue qui s'instaure et on va y revenir plus loin dans la présentation. Donc, ce décalage qui peut exister entre différentes parties prenantes, j'aimerais vous l'illustrer avec le concept des fuseaux horaires, qui est un concept de Michel Maletto, un chercheur québécois qui se spécialise dans la gestion du changement puis la gestion de la transformation. J'aime beaucoup ce schéma qui explique des fois ce décalage qu'on peut ressentir, décalage qui va se traduire par différents états d'esprit, du cynisme, du mécontentement, de la fatigue, du découragement, mais c'est normal, c'est une phase normale et c'est important de prendre conscience que l'équipe projet, la direction, souvent elle se situe à un niveau stratégique, on va dire qu'elle est heure de Paris. Quand ça arrive au niveau de terrain, les gestionnaires, eux, ils ont beaucoup plus une pensée organisationnelle. Eux, ils sont déjà en train de dire, OK, comment ça va se passer sur le terrain? Comment je vais organiser mes horaires? Comment je vais organiser ma montée en compétences? Comment je vais organiser ci? Donc, eux, déjà, il y a un décalage. Ils sont fuseau horaire Paris. Et quand ça arrive au niveau des employés, des utilisateurs finaux, eux, on dit qu'ils sont vraiment heure de Vancouver. Afin de réduire ce décalage horaire et ramener tout le monde sur le même fuseau, c'est important qu'il y ait des équipes qui soient en charge de cette transformation. Vous vous rappelez, tantôt, je vous ai dit que la transformation se gère. La gestion de la transformation va vraiment être dédiée à faire en sorte qu'on ramène le plus possible tout le monde sur le même fuseau horaire. Comme Jean vous le disait, ça fait 25 ans que je suis dans le domaine de la transformation technologique, essentiellement en RH associé à différentes industries. J'ai vu des projets à forte complexité technologique, plusieurs logiciels avec beaucoup d'interfaces, beaucoup de parties prenantes, des projets de grande envergure qui ont abouti à un succès. Mais j'ai aussi vu des projets avec une faible complexité technologique, des plus petites équipes échouer. Avec du recul, ce que la littérature nous dit et ce que j'ai pu expérimenter sur le terrain, c'est que la technologie n'est vraiment qu'un outil. J'aime beaucoup cette citation de Tim Berners-Lee, qui est vraiment au cœur de la transformation numérique. Ce qui importe, c'est la manière dont elle permet aux gens de travailler ensemble et de se dépasser. Puis ce sera vraiment le cœur de ma présentation aujourd'hui, nonobstant la théorie de tout ce qui est la transformation. Ce qui est important, c'est de prendre conscience que tout ce qu'on lit sur la transformation, c'est pas un cliché, c'est vrai. Un projet va être un succès si on permet aux gens de travailler ensemble et de se dépasser. Certes, la littérature est unanime, des projets de transformation, qu'ils soient numériques ou pas, font vivre aux différentes parties prenantes des défis. On met souvent beaucoup l'accent là-dessus et je pense que c'est important de réaliser qu'effectivement, les personnes sur le terrain vont vivre des périodes de déstabilisation. De la résistance au changement, des pertes de repères, du stress, de l'anxiété. J'aime beaucoup les travaux de Sona Lupien, j'imagine que vous la connaissez. On va vivre des deuils au niveau des anciennes habitudes. Ce qui est important aussi, c'est de réaliser que notre adaptation cognitive et émotionnelle va créer une fatigue cognitive. Donc, c'est important que vous soyez attentifs aux signes de fatigue cognitive, les vôtres et ceux de vos équipes. Par contre, ce que je trouve dommage, c'est que dans des projets de transformation, on ne met pas souvent l'accent sur les opportunités que ça présente. Là, vous avez la chance d'avoir été sélectionné comme projet pilote. Donc, c'est une chance unique d'apprendre de cette expérience, de faire bénéficier les autres SUS de votre expérience. Pour certaines personnes, ça va être l'occasion de se découvrir une vocation. Moi, je le vois très fréquemment sur des projets, des personnes qui sont green, entre guillemets, au niveau de projets techno, vont d'un seul coup se trouver des aptitudes, des habiletés, un certain talent,
vous allez voir plus tard dans la présentation que ces personnes-là, je vais y référer comme des ambassadeurs. Et ces ambassadeurs, ça peut effectivement renforcer leur sentiment d'appartenance, leur adhésion par rapport à votre entreprise. Donc, c'est important, je trouve, que oui, il faut faire de la place pour les défis que vous allez vivre, mais il faut aussi faire de la place pour les opportunités. Souvent, ce que je remarque, on est souvent en opposition, c'est l'un contre l'autre. Moi, j'aimerais vous inviter à faire en sorte qu'on va réconcilier les défis et les opportunités pour prendre conscience qu'un projet de transformation, on va vivre les deux. Ce qui est important, ça me permet de basculer vers le temps fort de ma conférence. C'est important, c'est comment, dans quel état d'esprit on va être et surtout, qu'est-ce qu'on fait si on trouve qu'on est trop dans cette zone de défi pour basculer dans cette zone d'opportunité. J'aime beaucoup le modèle de Carol Dweck, qui est une psychologue sociale qui a beaucoup écrit sur la perception dans l'adoption du changement. Elle parle en anglais, on appelle ça le two mindset, les mentalités doubles, où elle met en opposition une mentalité fixe qui représente une menace quand la transformation arrive parce qu'on doit sortir de notre zone de confort. Elle l'oppose à une mentalité de croissance qui représente plus une opportunité pour progresser. Donc, je vais prendre un petit peu de temps pour vraiment rentrer dans les détails de ce que j'appelle ces mentalités fixes ou de croissance, parce que c'est important de comprendre qu'il va y avoir des réactions, des attitudes, des façons de faire, des façons de percevoir le projet en mentalité fixe, mais l'important, ça va être de dire comment on peut basculer dans une mentalité de croissance. Je vais couvrir 4 axes en mentalité fixe que je vais opposer en mentalité de croissance. Le premier axe, c'est l'adaptabilité et l'apprentissage en continu. Introduire une nouvelle technologie rime avec apprendre des nouvelles façons de faire, apprendre des nouveaux processus, apprendre une nouvelle technologie. C'est pas rare de voir dans des équipes qui sont plus en mode mentalité fixe, l'apprentissage qui est vu comme une menace. J'ai déjà assisté à des réunions avec des formations, avec des directeurs où j'ai pu entendre des choses comme à l'issue de la formation, quand est-ce qu'on nous remet l'ancien système? Donc l'idée, quand on réalise qu'on est dans une mentalité fixe ou qu'on réalise que notre collègue est dans une mentalité fixe, l'important est de basculer pour changer notre perception. Où l'apprentissage va être vu comme une opportunité qui représente des défis et de réaliser que oui, je suis capable d'apprendre. C'est sûr que ce n'est pas magique. On ne passe pas d'une mentalité fixe à une mentalité de croissance simplement en claquant des doigts. Ce qui est important, c'est de réaliser que quand on est en mode croissance, ça va être l'occasion aussi de nommer nos conditions de succès, nommer nos besoins, pour être capable de voir l'apprentissage comme une opportunité, un défi, de quoi j'ai besoin et de quoi mon équipe a besoin. Une fois qu'on est capable de nommer nos besoins, c'est beaucoup plus facile de le remonter à l'équipe de projet, à l'équipe de direction. Un autre axe sur lequel je voudrais attirer votre attention, c'est la résilience face à l'incertitude. J'ai vu beaucoup de projets où, sur les réunions, il y avait une vision très négative des nouvelles façons de faire qui pouvaient contaminer les autres. J'ai déjà vu des réunions s'enliser dans des oui mais, j'appelle ça les personnes détracteurs. Il y a une différence entre un détracteur et une personne qui joue l'avocat du diable juste pour tester si vraiment notre décision est robuste. Donc souvent, c'est des personnes qui vont revisiter des décisions qui ont été prises, puis on s'empêtre dans du détail sans être capable d'avancer. Quand on bascule dans une mentalité de croissance, on rend compte que les équipes sont beaucoup plus résilientes. On est capable de prendre des risques calculés, on analyse nos risques, on sait qu'il y en a, on sait qu'on va vivre des erreurs, mais on est capable de se dire oui, j'apprends de mes erreurs, puis je navigue dans un environnement qui est beaucoup plus imprévisible. Encore une fois, pour passer d'une mentalité fixe à une mentalité de croissance, c'est pas magique. Je vous reprends l'exemple de cette personne que je nommerais détracteur. Qu'est-ce qu'on fait? On sait qu'il y a un atelier de travail difficile qui s'en vient. Est-ce qu'on pourrait la prendre à part, cette personne, pour être capable de lui créer un espace où elle va être entendue à part du groupe afin de la sensibiliser à l'importance? C'est juste des petits trucs qui sont utiles pour faire en sorte de ne pas nier la réalité, mais simplement de se donner les moyens d'y arriver.
L'innovation et la créativité, hein, ça j'ai vu de nombreuses fois dans des équipes où souvent on a beaucoup de mal à revoir nos façons de faire, nos processus, hein. Souvent, nos processus, hein, ont souvent été bâtis sur des cas d'exception, beaucoup de ah oui, on va rajouter ci. Puis quand on déploie la technologie, hein, qui est comme une boîte carrée, ben, ça vient un petit peu heurter nos processus existants. Dans une mentalité fixe, on voit les équipes qui vont blâmer la technologie, blâmer la cabinet de consultation pour le choix parce qu'on n'arrive pas à faire fitter notre boîte carrée. Et oui, c'est vrai que ça va demander un effort pour voir ce processus comme étant quelque chose qui peut être optimisé de manière plus efficace, plus efficiente. Dans une mentalité de croissance, dans les réunions, les optimisations qui vont être proposées peuvent être vues comme des solutions innovantes qui peuvent répondre à des problèmes. Le dernier axe, hein, sur lequel je voudrais attirer votre attention, c'est la communication. Dans une mentalité fixe, ça se voit tout de suite sur les rencontres de travail. Quand j'arrive, la communication et la collaboration sont moins fluides. Le feedback n'est pas constructif, il est vu comme une critique. On sent qu'il y a un peu de réaction passive-agressive dans les meetings, on s'envoie des pics, la tension est lourde. Quand on arrive à basculer dans une mentalité de croissance, on voit que la collaboration est beaucoup plus étroite. Il va même y avoir beaucoup d'humour, beaucoup de rire. Les meilleurs projets sur lesquels j'ai travaillé, c'est les projets les plus stressants dans lesquels on était capable de rire et d'avoir du plaisir. Et c'est ça qui va faire la différence. Donc ça, c'est la partie un petit peu plus solide, hein, de ma présentation, hein. Je m'excuse pour la diapositive un peu chargée. Si vous voulez, on va faire quelques petits exercices. Je vous ai choisi quelques petites pensées limitantes associées à un état d'esprit fixe. Et puis, je me suis amusée à les reformuler dans une perspective de croissance. Donc, on pourrait entendre quelque chose comme « Oh, je ne suis pas douée pour la technologie, ces technologies sont trop complexes à utiliser, nos journées sont déjà surchargées, je ne vois vraiment pas comment on va être capable de mettre en place cette techno. » En mentalité de croissance, on peut avoir un discours qui est plus dans le sens, ben, c'est vrai qu'apprendre une nouvelle technologie, ça demande du temps et de la patience. Mais si on nous met les conditions d'apprentissage favorables, le défi peut être motivant. J'ai souligné, hein, ce qui est important. Ce qui est important, c'est les conditions. Encore une fois, tout à l'heure, hein, je vous dis que passer de mentalité fixe à mentalité de croissance, hein, ce n'est pas quelque chose qui se fait de manière magique. Par contre, ce qui est important, c'est d'être capable de nommer nos besoins. Ici, nos besoins, c'est les conditions d'apprentissage favorables. Et ça sera important de détailler et de faire remonter aux équipes de gestion de projet, de gestion de changement, c'est quoi les conditions d'apprentissage favorables? Une formation d'1 heure, c'est difficile. Vous n'êtes pas capable de vous libérer. Est-ce qu'on peut faire des micro-apprentissages, des apprentissages à la tâche? Soyons créatifs avec ce qui peut être fait. Un autre exemple, hein, ce n'est pas mon rôle de proposer des idées ou des solutions. Dans une pensée mentalité de croissance, ça pourrait ressembler à quelque chose comme « Effectivement, j'ai confiance que ma contribution, aussi petite soit-elle, peut être mise au service du projet. J'ai souligné ma contribution. Comment ma contribution peut-elle être exercée? Dans quelle réunion je vais être invitée? Comment je peux faire bénéficier l'équipe de mon expertise? » Donc, le comment est important. D'autres projets similaires ont échoué. Je ne vois pas comment celui-ci peut être un succès. Tous les nouveaux projets technologiques sont voués à l'échec. Dans une mentalité de croissance, c'est de prendre conscience que chaque projet est différent. Ce n'est pas parce qu'on a échoué une fois qu'on va échouer. Par contre, ce qui est important, c'est de mettre tous les moyens d'en faire un succès. Et j'ai souligné mettre tous les moyens d'en faire un succès. Ça veut dire quoi, tous les moyens? Comment on se donne les moyens? Comment on définit ces moyens? Comment on les transforme en actions concrètes qui vont nous permettre de transférer et de travailler en équipe pour faire en sorte que ce soit un succès. Puis encore une fois, hein, j'ai conscience que ce n'est pas magique. Okay? Simplement, c'est sûr que ça prend des conditions gagnantes. D'autres exemples que je vous ai mis ici, hein, souvent je vais l'entendre, celle-là, les décideurs ne nous comprennent pas. C'est inutile d'expliquer davantage.
Donc, vous voyez, tout à l'heure, je vous montrais l'aspect décideur qui est plus avantage, inconvénient, pensée rationnelle. Quand ça arrive sur le terrain, là, on voit l'ampleur du travail, on voit comment ça va désorganiser notre quotidien. Donc, là, il y a un peu de cynisme qui s'installe. Mentalité de croissance, c'est de dire, cherchons une autre façon de mieux communiquer pour mieux nous faire comprendre. Puis encore une fois, j'ai souligné autre façon de communiquer. Pouvons-nous être plus précis sur une autre façon de communiquer? Avons-nous la tribune adéquate pour être capable de se faire entendre? Donc, cet échec prouve que nous n'avons pas les compétences nécessaires. Nous avons identifié des lacunes et nous pouvons y remédier grâce à des formations ciblées. Tout à l'heure, je vous disais, la formation est importante. J'ai vu un nombre incalculable de projets encore aujourd'hui où quand on commence un projet, bille en tête, on oublie complètement l'aspect formation. Quand Complice arrive sur des projets en tant que gestionnaire de projet ou en charge de la transformation, on parle de la formation jour 1. C'est important que du jour 1, on anticipe comment on va faire en sorte de monter en compétence nos employés qui sont sur le terrain. Les jeunes comprennent mieux ces outils, alors je vais leur laisser ça. J'ai vu des projets avec des personnes d'une tranche d'âge plus avancée exceller dans la technologie, avec des jeunes pour qui c'était plus difficile. C'est vraiment pas une question d'âge, mais l'apprentissage est possible. C'est vraiment être capable de penser qu'à tout âge, surtout si c'est utile, je peux apprendre. Mais encore une fois, ça prend les conditions gagnantes. Je vous ai laissé une petite feuille vide, si vous avez envie de vous amuser avec vos équipes pour lister, ou même pour vous-même, lister des petites phrases que vous accrochez ici et là dans des rencontres. Notez-les, puis amusez-vous à les transférer en mentalité de croissance. Et si vous voulez aller plus loin, ce serait aussi l'occasion de nommer c'est quoi les conditions gagnantes, c'est quoi les moyens qui vont faire en sorte qu'on peut être capable d'atteindre cet objectif. Donc là, ça fait un petit moment que je parle. Vous avez vu, je vous ai parlé de l'importance de donner du sens à des projets de transformation. L'aspect sens est critique. Je vous ai aussi parlé des différentes forces qui sont omniprésentes dans des projets où vous pouvez sentir une sorte de décalage et ce décalage peut entraîner des défis, du stress, des mécontentements, du cynisme, du découragement. Donc, l'objectif des équipes qui vont vous accompagner dans la transformation, c'est de ramener tout le monde au même fuseau horaire afin de faire en sorte qu'on puisse voir ça comme une opportunité pour votre institution. Il y a un aspect essentiel que je trouve au niveau des projets, c'est le rôle du gestionnaire. Vous êtes dans le fond dans un rôle où vous allez, comme je vous ai dit tout à l'heure, être impacté par la transformation, mais vous allez également être des courroies de transmission pour être capable de faire passer les décisions stratégiques auprès de vos équipes. Donc, en fait, le gestionnaire, moi, je le vois comme un facilitateur. C'est jamais une position très, très confortable, puisque vous allez devoir, dans le fond, équilibrer 3 dimensions. Vous allez devoir gérer la dimension humaine. Rappelez-vous le graphique tout à l'heure où on avait la direction, l'équipe projet, employés et gestionnaires. La dimension humaine, c'est celle qui va dire « Oh, moi concrètement, dans mon quotidien, là, qu'est-ce que ça veut dire ?» Donc, la dimension humaine, c'est là où elle va être difficile à gérer, surtout si vous-même, vous êtes dans un état d'esprit où vous trouvez ça difficile à réorganiser vos équipes. Effectivement, la dimension organisationnelle, je viens d'en parler, réorganiser sur le terrain. C'est vous qui allez être en charge aussi, en collaboration bien évidemment avec les équipes, de regarder sur le terrain comment s'organisent les équipes. Et la dimension technologique, c'est important aussi de prendre en compte que cette dimension technologique qui vient impacter votre quotidien, il faut également faire en sorte qu'elle pèse dans la balance. Je vous montrerai aussi tout à l'heure en termes de gouvernance,
comment les gouvernances et les flux de communication sont importants pour faire en sorte de vous aider à équilibrer ces 3 dimensions. Je reviens un peu, je renforce un peu le message au niveau des différentes parties prenantes. Je ne sais pas si vous êtes familier avec ce terme. Dans des projets de transformation numérique, quand on gère le projet, la première chose, c'est qu'on va faire une identification des parties prenantes pour essayer de comprendre l'équation des différents joueurs. Donc, une partie des joueurs, hein, ça reste la haute direction, bien évidemment les gestionnaires et les directeurs et les employés. Peut-être que dans vos institutions, vous les appelez différemment, mais c'est un petit peu les 3 niveaux hiérarchiques. Vous, les gestionnaires, je vous ai mis dans une couleur un petit peu plus spéciale, hein, mais j'ai également représenté avec les flèches les flux de communication qui opèrent. Une communication qu'on espère dans les 2 sens. Ça, c'est sûr que c'est une communication beaucoup plus efficace en mode mentalité de croissance. Et cette partie prenante-là, cette partie des parties prenantes, vous voyez que tout à l'heure, hein, je parlais de création de sens. Hein, la création de sens qui est imposée par la haute direction devra être traduite, devra être adaptée à un discours sur le terrain. Donc, de ce côté-là, on est vraiment dans de la création de sens versus de l'autre bord, on est dans ce qui est plutôt les parties prenantes dédiées au projet. Il y a une équipe projet. J'espère que vous avez vraiment une équipe qui se charge de la transformation. On appelle aussi ça la gestion de changement. Et j'ai indiqué aussi la case identifier les ambassadeurs. Les ambassadeurs, hein, c'est dans le fond, parmi vos employés, celles et ceux qui, en général, sont respectés par leurs pairs, ont une compréhension très approfondie hein, des processus et des façons de faire sur le terrain. Et ils ont une certaine appétence pour la technologie. Tout à l'heure, hein, je vous ai dit que l'opportunité, ça pouvait faire émerger des talents. Ben, ces talents-là, c'est ce qu'on appelle les ambassadeurs. C'est important rapidement de les identifier dans les équipes. Pourquoi? Parce qu'ils vont participer au niveau d'alimenter l'équipe projet avec de la rétroaction qui vient des opérations. Donc, en fait, nos ambassadeurs, ils sont comme nos yeux et nos oreilles sur le terrain. L'équipe projet, hein, tout comme l'équipe de direction, elle était un peu déconnectée, trop déconnectée de la base. Elle n'a pas souvent l'occasion d'être directement au niveau des utilisateurs finaux. Donc, ces ambassadeurs sont nos yeux et nos oreilles. Un exemple concret, hein, récemment, j'ai déployé un module RH dans une entreprise, puis on se rend compte, on s'est rendu compte qu'il y avait un directeur qui était supposé utiliser ce logiciel, qui était vraiment un ambassadeur pour nous. Il a toujours été partie prenante du projet, à nous soutenir, mais il l'utilisait pas. Et en posant la question, ben, on s'est rendu compte que comme cette personne n'était pas supposée aller souvent dans le système, de par son rôle de vice-président, et il ne recevait pas les notifications système. C'est un exemple tout bête, mais c'est vraiment en allant à la base et en questionnant via nos ambassadeurs qu'on a pu remonter à l'équipe projet cet état de fait qui a fait en sorte qu'on a été capable d'activer des notifications courriels. Encore une fois, mon exemple est ultra simpliste, mais c'est pour vous montrer que souvent, on est capable d'apporter ce qu'on appelle des quick wins, tant et aussi longtemps que l'équipe projet, l'équipe de transformation est informée de ce qui se passe et des freins et des craintes qui sont vécues par la base. Je vous montre aussi en termes de communication, comment la communication se fait. Hein. Souvent, les ambassadeurs, ce sont des membres de votre équipe. Donc, la communication doit se faire dans les 2 sens. Hein. Vous voyez qu'à chaque fois, j'ai des communications dans les 2 sens et c'est vraiment ça qui est important. Ce qui est important aussi, c'est pareil au niveau de la haute direction et l'équipe projet. C'est important que l'équipe projet alimente la haute direction pour qu'ils aient vraiment le pouls de l'état du projet, une vision réaliste de ce qui se passe. Et puis, ben, vous, les gestionnaires directeurs, hein, c'est là où votre rôle, effectivement, est central. Hein, quand on parlait de la dimension humaine, la dimension technologique
et la dimension organisationnelle. Donc, c'est vraiment en ayant des rencontres avec vos ambassadeurs et vos ambassadeurs qui peuvent également vous remonter de l'information. Des discussions aussi avec l'équipe de la transformation, la gestion du changement, où là, il peut y avoir une communication qui va s'établir afin que l'information circule. Et l'information doit circuler, bien évidemment, dans le but de guider l'équipe projet dans le déploiement de la solution afin qu'elle soit le plus adaptée à ce que les utilisateurs finaux vont vivre et qu'elle colle le plus possible à vos processus. Donc, je voudrais maintenant vous faire vous démontrer concrètement le rôle de gestionnaire à travers certains piliers fondamentaux. Donc là, je m'excuse, ma diapositive est un peu chargée. Il y a beaucoup de texte, mais je voudrais simplement que vous preniez un moment pour réfléchir dans votre rôle de gestionnaire, comment vous allez être capable de concevoir des environnements qui vont favoriser l'adoption de nouvelles pratiques qui vont stimuler en fait l'esprit de croissance dans votre équipe. Encore une fois, vous vous rappelez ce que je vous ai dit, l'état fixe, la mentalité fixe versus la mentalité de croissance, c'est pas quelque chose qui apparaît magiquement. Ça demande des actions, ça demande de réfléchir à qu'est-ce qu'on pourrait faire, ça demande de travailler en collaboration avec peut-être d'autres gestionnaires, d'autres directeurs. Mais il y a 3 piliers sur lesquels je voudrais insister. Le premier pilier, c'est l'importance de définir une vision claire et mobilisatrice. Donc ça, je vous l'ai dit et je vous l'ai répété, l'aspect d'être porteur de sens, c'est important. Puis définir cette vision claire afin de traduire la stratégie globale du projet en objectifs qui vont être compréhensibles et surtout inspirants pour vos équipes. C'est pourquoi que communiquer le projet est important. Son impact et les bénéfices attendus. Vous êtes vraiment le gardien de cette vision claire et mobilisatrice. Et régulièrement, ça va être important de la répéter si vous voyez qu'on commence un peu à oublier le pourquoi on fait ça. Régulièrement, ça va être important de ramener à la base. Pourquoi ce projet est important pour nous, pour notre institution, pour notre équipe, pour nos patients. Le deuxième point qui est important, c'est comment on va être capable justement de concevoir ou de moins de mettre en place les conditions gagnantes pour avoir un environnement de croissance. Déjà, la première chose, c'est de réaliser qu'on est un facilitateur et qu'on a une certaine responsabilité pour accompagner le changement humain. Comme je vous ai dit, les équipes projet, les équipes de transformation, c'est pas elles qui sont au quotidien collées aux équipes. Donc, vous êtes un peu le gardien de ce changement humain et vous êtes surtout le gardien, je remets ici, vous êtes le gardien de transférer les messages, transférer les préoccupations, transférer les résistances aux équipes. J'en profite aussi pour faire une petite parenthèse. Dans la gestion de changement, on va souvent dire on voit de la résistance. J'aime beaucoup le modèle de Céline Bareil, qui est une Québécoise également spécialisée en gestion du changement. Elle dit la résistance du changement, dans le fond, elle est normale. Mais derrière la résistance, souvent, il y a des préoccupations qui n'ont pas été entendues et qui n'ont pas été adressées. Elle a un modèle où effectivement, elle évolue sur 7 paliers. Puis à 7 paliers, en fur et à mesure qu'on avance dans le projet, il va y avoir des nouvelles préoccupations. Souvent, ce que je me rends compte dans les projets, c'est qu'on ne prend pas assez le temps de s'asseoir avec nos équipes puis d'être à l'écoute de ces préoccupations. Simplement, si vous avez des réunions hebdomadaires, quotidiennes, mensuelles, peu importe, faites un peu de la place dans votre format de réunion, dans votre agenda, pour permettre
à vos équipes d'exprimer leurs préoccupations. C'est certain que les préoccupations ne vont pas être verbalisées, exprimées dans une mentalité de croissance. Bien souvent, ces préoccupations vont être exprimées dans une mentalité fixe. Donc, comme maintenant vous avez en tête l'importance de la perception dans la communication, ben, on va reformuler, on va être capable peut-être de faire basculer ce discours à travers les exemples que je vous ai donnés, entendre la préoccupation et la faire basculer dans une équipe de croissance pour prendre une entente avec vos équipes. J'entends votre préoccupation. Okay? Selon vous, quels sont les besoins que vous avez? C'est quoi les conditions gagnantes pour vous? Et cette information est très riche et doit être remontée aux équipes de transformation puis aux équipes de projet. D'où l'intérêt de vous voir comme un facilitateur entre les parties prenantes et de vous voir comme une courroie de transmission, mais pas de la voir comme quelque chose de négatif en disant ben oui, moi je fais juste relayer et puis je suis coincé entre les deux. Non, vous voir comme quelqu'un qui a vraiment un rôle à jouer important pour faire en sorte que l'harmonie circule, la communication circule. Ce qui me permet de basculer dans le dernier point, qui est de prendre conscience que ici, je parle des gestionnaires, mais je parle un peu aussi de l'équipe projet, c'est de réaliser l'importance de notre rôle d'exemplarité et de leadership. On sait qu'en tant que leadership, les employés vont regarder nos façons de faire, vont regarder nos façons d'agir, et c'est important que vous preniez conscience de l'importance dans les réunions d'équipe d'incarner une mentalité de croissance pour vraiment mettre le ton un peu à votre culture organisationnelle d'équipe. D'où l'intérêt. C'est sûr que vous aussi, vous allez vivre des préoccupations. Ce que je vous dis là, ça ne veut pas dire que parce que vous êtes un peu la courroie de transmission, il faut taire, ok? Puis vraiment mettre le capot sur vos propres préoccupations. C'est important aussi que dans un mode mentalité de croissance, vous exprimiez de manière claire quels sont vos besoins. Est-ce que vous avez besoin de réunions entre directeurs avec les chefs de projet pour exprimer vos propres préoccupations, pas forcément dans un état de croissance, un peu dans une mentalité fixe, parce que vous aussi, ça vous fait vivre certains défis. Mais au moins, vous avez nommé que vous avez besoin d'un espace, vous avez besoin qu'on vous montre ou qu'on vous donne les conditions qui vont vous faire basculer. Et c'est sûr qu'un des rôles que je remarque le plus sur le terrain, c'est aussi de penser optimisation des processus. Encore une fois, je vous l'ai dit, la technologie, c'est une boîte carrée. C'est un peu l'inconvénient des technologies. L'avantage, c'est qu'elles viennent souvent avec des bonnes pratiques. Okay? Le fournisseur qui a été sélectionné, c'est un fournisseur qui a déployé ça dans d'autres pays. Les projets ont plus ou moins été des succès, mais toujours est-il que les solutions technologiques, en général, elles sont pensées, elles sont programmées, développées avec en souci les meilleures pratiques sur le terrain. Donc, quand on prend cette boîte carrée puis qu'on l'amène chez nous avec des processus qui ont été plus ou moins adaptés avec le temps, tweakés, on va faire ça comme ça, c'est sûr qu'il va y avoir des défis. Par contre, est-ce qu'on va oser questionner nos processus et vraiment voir comment on peut être capable de viser plus d'efficacité, plus d'efficience et plus de durabilité? Cette partie-là est une partie en général difficile dans un projet, mais si on est capable de le voir comme quelque chose qui va créer de l'innovation, ça va bien évidemment nous mettre dans un état d'esprit qui va être beaucoup plus favorable et ouvert au fait de prendre des risques. Puis j'insiste encore une fois sur le concept de rendre les équipes autonomes dans l'utilisation des outils et des systèmes. J'ai trop vu d'utilisateurs le jour J, ils ont été formés sur un coin de table, ils ont assisté à une formation très théorique, ils n'ont jamais eu l'occasion de jouer dans le système. Jour 1, on les met devant un système avec un quotidien qui est surchargé, suraccéléré. C'est certain que ça crée du stress, c'est certain que ça crée du cynisme. Et puis quand vous arrivez avec un autre projet, là, les dangers, là, en mode perçu, là, c'est sûr que les barrières se montent. Donc, soyez quand même exigeants sur les conditions de formation qui vont être données à vos équipes afin que vous mettiez
tout le monde et vous-même dans une position confortable d'autonomie. Je vous ai présenté aussi un petit exercice que, encore une fois, ça c'est basé sur mes expériences de projet. Quelques actions concrètes que vous pourriez mettre en œuvre pour chaque pilier. Puis encore une fois, c'est juste des idées avec lesquelles j'ai brainstormé. Définir une vision claire et mobilisatrice. Ayez, comme je vous ai dit, des réunions d'équipe régulières où vous allez présenter les objectifs, avoir des discussions sur ce qui est porteur de sens. J'aime beaucoup aussi le fait de définir en équipe ou alors au niveau du projet, c'est quoi les principes directeurs. Je vous présenterai les principes directeurs que Complice amène quand il gère un projet de transformation. Vous pourriez peut-être vous en inspirer. Mais les principes directeurs, c'est un petit peu comme les règles du jeu de notre équipe. C'est un petit peu le garde-fou, le gardien de notre état d'esprit afin qu'on ait un langage commun pour s'y ramener si on voit qu'on a basculé. Concevoir un environnement de croissance, donc encore une fois, faire de la place pour les résistances, pour les zones de friction. C'est pas la peine de faire comme si ça n'existait pas, c'est là. Donc autant faire de la place. Si vous voyez que vous avez des personnes, comme je prends l'exemple du détracteur, sur les réunions, c'est long, c'est laborieux, rencontrez cette personne individuellement pour être à l'écoute. Essayez de voir, parce que peut-être que cette personne a des points ultra importants. Nous, c'est drôle parce que sur notre équipe, on a un collègue dans les réunions, il joue l'avocat du diable. Donc, au départ, ça pouvait être un petit peu irritant parce que là, on est en train de réfléchir, etc. Puis, on a notre collègue, pouf, qui ramène ça, puis qu'on a l'impression qu'il plombe la réunion. Mais si on est capable de le voir comme quelqu'un qui a un esprit critique et qui est capable d'anticiper et de nous faire réaliser les impacts que potentiellement ça peut avoir, dans ces conditions, notre avocat du diable, il peut être perçu dans le fond en mentalité de croissance comme quelqu'un qui va nous challenger, et pas challenger de manière négative. Challenger aussi de manière positive pour nous faire dire « Ah oui, on n'avait pas pensé à ça. Oui, ok, c'est important. On va avoir une réunion de travail, puis on va approfondir ce cas d'étude précis qui pourrait effectivement représenter un risque pour le projet. » Régulièrement aussi, n'hésitez pas à demander à vos équipes projets pour avoir des captures d'écran, des démonstrations. Encore une fois, plus c'est concret, c'est 90% sur des projets. Je vais entendre des gens qui me disent « Ah, mais moi, je suis visuel. » Donc, oui, capture d'écran, des petites procédures enregistrées, juste pour être capable de montrer à quoi ça va ressembler. Encore une fois, je vous parlais d'identifier des ambassadeurs. Si vous voyez quelqu'un est là, donnez son nom aux équipes. C'est des petits trucs que je vous donne. Puis encore une fois, le rôle d'exemplarité, quelques petits trucs. Tenir un discours, une mentalité de croissance pour vraiment modéliser les comportements. La formation, célébrer tous les succès, même les petits. Je ne sais pas c'est quoi les moyens que vous avez de célébrer, mais même une petite célébration est importante. Les projets sur lesquels on célèbre, en général, on est dans un meilleur état d'esprit que les projets où on ne prend pas le temps de souligner les succès. Ça achève, il me reste encore quelques minutes avec vous. Je vous invite aussi régulièrement à remettre en question vous, les équipes projets et simplement à faire une rétroaction sur un meeting qui a moins bien été, un commentaire que vous avez entendu. Donc, comment, sur une base régulière, on peut agir comme facilitateur et qu'est-ce qu'on pourrait mettre en place. Donc, c'est vraiment par des petits changements, des fois, ce qu'on appelle des quick wins, qu'on peut aider les personnes à avoir un état d'esprit plus positif. Je vous ai laissé une diapositive vide si vous avez envie de vous amuser à identifier dans votre cas concret, dans votre équipe, qu'est-ce qui pourrait être fait. C'est une invitation à compléter cette page blanche. Tout à l'heure, je vous parlais de principes directeurs qui doivent guider votre projet de transformation. Je vous liste ici les principes directeurs de Complice, ceux que nous pensons être importants. Je parle de transformation qui est le niveau macro, mais il ne faut pas non plus négliger la base, les changements micro sur le terrain. Il faut vraiment les consolider.
J'ai aussi envie de dire que la transformation doit être normalisée. Vous vous rappelez, hein, la courbe d'accélération, nos institutions, nos entreprises sont soumises à un rythme de transformation soutenu. Il y a des théories documentées sur la fatigue du changement qui peut être vécue. Mais si on est capable de voir la transformation comme inhérente et faisant partie de nos façons de vivre, c'est certain que ça peut affecter notre perception de manière beaucoup plus positive. Puis demeurer résolument centré sur l'humain avec une notion d'individualité. J'espère vous avoir convaincu que ce qui va faire la différence entre un projet qui va bien puis un projet qui va moins bien, c'est l'humain qui est au centre des processus. Puis effectivement, demeurer enthousiaste et positif, hein. Je sais que c'est pas toujours facile, mais donnez-vous l'espace aussi pour en parler du moins, du moins positif, du négatif. Trouvez un espace pour en parler, pour ventiler, afin que vous puissiez, une fois que ça a été dit, rebasculer dans un état beaucoup plus enthousiaste. Formation, je pense avoir été très claire et insister sur le fait que c'est clé dans un projet de transformation. Alors, je vous fais cadeau de ces principes directeurs. Vous pouvez les faire vôtres, vous pouvez les adapter, mais je pense que c'est important dans des équipes qu'on puisse avoir des principes qui vont un peu être les gardiens de notre état d'esprit. Mot de la fin, adopter la transformation, c'est bien plus qu'une question de technologie ou de procédure, hein. Je vois vraiment ça comme une transformation d'état d'esprit. C'est un peu une quête de sens pour être capable de faire mieux, différent, mais surtout dans un esprit de dynamique collective. Alors, voici les 50 minutes qui achèvent. Je pense que maintenant, c'est la période des questions. Jean va ouvrir les micros ou si vous avez utilisé le chat, n'hésitez pas. Et il va y avoir également un sondage. Donc, je vous invite à me donner un sondage constructif afin que, je puisse m'améliorer et que votre équipe qui vous offre ce genre de webinaire soit à même de vous proposer des webinaires qui sont vraiment ciblés sur vos besoins. Merci infiniment, c'était un plaisir et un privilège d'être là avec vous aujourd'hui. Merci beaucoup, Carole. Et je voulais te dire personnellement, j'ai trouvé ta conférence très enrichissante. Il y a beaucoup de points effectivement, qui font beaucoup de sens. Jusqu'à date, j'ai pas vu de questions dans le chat. S'il y a d'autres, on va attendre un petit 2-3 minutes pour que s'il y a des gens qui veulent laisser des questions. Moi, j'avais une petite question, c'est comme quand tu parles de mentalité fixe et mentalité de croissance, vu que toute l'idée du changement et de la transformation et tout, c'est beaucoup centré sur l'humain. Est-ce que lorsque tu parles de mentalité fixe et mentalité de croissance, est-ce qu'on pourrait pas comme se référer aussi à la personnalité de la personne, dans le sens qu'une personne qui est plus optimiste aura toujours tendance à avoir une mentalité de croissance, à Ouais. l'inverse d'une personne pessimiste. C'est ce que moi Oui, ben j'entrevois. j'apprécie ta question, Jean. Puis, tu sais, effectivement, hein, on va avoir des personnes spontanément qui voient le verre à moitié plein, l'autre qui voit le verre à moitié vide, hein. Puis, tu sais, souvent, ces équipes-là peuvent être, ces personnes-là peuvent être polarisées. D'où l'intérêt, hein, les personnes qui ont une vision beaucoup plus optimiste, positive, c'est eux qui vont un peu devenir nos ambassadeurs afin de contaminer de manière positive les personnes qui sont beaucoup plus craintives. Mais c'est important aussi de faire de la place pour les personnes plus craintives parce que, tu sais, des fois, on va avoir tendance à les voir un peu, comme je disais, comme des personnes qui veulent pas voir le côté positif des choses, hein. Mais souvent, c'est des personnes qui ont une certaine sensibilité et qui ont conscience des dangers, hein. Donc, est-ce qu'on peut être capable de les entendre et de leur faire de la place? Si on les entend et on fait de la place, nonobstant la personnalité, c'est certain qu'on va les mettre dans un état beaucoup plus propice. Mais on Ok. n'enlèvera pas le naturel, c'est certain. Ouais, c'est certain, ouais. Ben, merci beaucoup, Marie. J'ai laissé le sondage dans le chat et il sera disponible même après la conférence. Donc, merci beaucoup de ton temps et d'avoir pris le temps de bien préparer cette conférence. Merci beaucoup. Merci à vous et j'ai hâte de vous lire dans vos sondages et j'espère avoir l'occasion peut-être un jour de vous recroiser ici et là. Pas de Merci, problème. hein. Ouais, ouais. Merci, merci.